Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir à ce 4e webinaire des Midis de la qualité. Je m'appelle Samantha Dodard, je suis responsable du département qualité et droit des usagers CRS. Donc ces webinaires s'inscrivent dans la stratégie L'objectif de ces webinaires est de faire des focus sur des points spécifiques des évaluations, mais aussi partager avec vous des retours en lien avec la thématique proposée. Dans la continuité des précédents, nous nous sommes appuyés sur vos retours lors des précédents webinaires pour déterminer la thématique de ce jour dédiée à la stratégie de gestion du risque médicamenteux dans les évaluations de la HAS. Je remercie l'ensemble de l'équipe de l'OMEDIT pour leur mobilisation, ainsi que l'EHPAD pour le RETEX de ce jour, et le CAPS et le CREAI pour l'organisation de ce webinaire et de tous les autres. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et une bonne journée. Au revoir. Oui, bonjour. Je vais vous présenter Gilles Piriou, je suis pharmacien à l'OMEDIT. Je vais vous présenter un petit peu la structure. L'OMEDIT, c'est un observatoire du médicament. Il en existe un par région. Nos missions sont ciblées sur l'usage des produits de santé, que ce soit les médicaments ou les dispositifs médicaux, avec un champ qui est le sanitaire, les établissements médico-sociaux et également les professionnels en ambulatoire. Donc, on vient en appui des professionnels. On vient en appui également de l'Agence régionale de santé avec qui nous avons une contractualisation. Et donc nos missions sont sur la pertinence des prises en charge, que ce soit des prises en charge médicamenteuses ou l'utilisation des dispositifs médicaux. Également un élément ciblé sur le circuit du médicament et donc la sécurisation du circuit. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui puisque c'est un des critères du référentiel de la Haute Autorité de Santé. Alors, nous sommes 8 dans l'équipe. Aujourd'hui, vous avez Véronique Fournier, qui est ingénieure sociale, qui va vous faire une première présentation, et Gilles Pierre, donc moi-même qui suis pharmacien. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui qu'on vous accompagne dans votre évaluation sur le circuit du médicament, en essayant de répondre à toutes les questions, que ce soit sur un point de vue organisationnel, mais également sur certains points juridiques qu'on essaiera d'éclairer avec l'appui, bien sûr, toujours de l'ARS, puisque généralement, on formule toujours des réponses sur la base de de l'avis des pharmaciens inspecteurs de l'ARS. Voilà pour cette première présentation. Je te laisse la parole, Véronique. Très bien. Est-ce que Thomas, vous vouliez rajouter quelque chose avant que Gilles et moi en débute ou c'est bon pour vous? Juste un petit mot, effectivement, merci. Si vous souhaitez partager ou poser des questions, pardon, n'hésitez pas à utiliser donc, le fil de discussion, le chat, ou alors le module questions-réponses. Vous avez normalement un onglet qui est disponible juste à côté de l'onglet partager l'écran. Alors peut-être que vous ne l'avez pas celui-ci, mais enfin en onglet en bas de la fenêtre qui s'affiche. Donc voilà, vous avez deux modalités, n'hésitez pas au fil de l'eau et nous répondrons et l'Omédit répondra à vos questions en fin d'intervention. Merci. Très bien. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis Véronique Fournier. Donc, je vais, avec Gilles, on va vous présenter notre diaporama de ce jour. Donc, il se déroule en trois parties. La première, sur la sécurisation du circuit du médicament, on reviendra sur les attendus du référentiel de la Haute Autorité de Santé. On vous présentera également un document qu'on a élaboré qui s'intitule La liste des documents qui peuvent vous être demandés dans le cas d'une évaluation externe ou également dans le cas d'une inspection par les pharmaciens de l'ARS. Dans un second temps, nous échangerons avec Blandine Le Breton, qui est chef de service au sein de deux EHPAD, qui nous fera son retour d'expérience après une évaluation externe il y a quelques semaines. Et puis, pour terminer, nous vous présenterons le dispositif d'accompagnement que nous avons pu mettre en place au sein de l'OMEDIT depuis l'année dernière, un dispositif qui est soutenu par l'ANAP et financé par l'ARS Bretagne. Et puis, Gilles s'attachera à vous donner déjà quelques points de vigilance sur le circuit du médicament en dernière partie. Voilà pour le programme de ce midi.
Donc, comme vous le savez, voilà le référentiel de la HS qui date depuis mars 2022. Dans l'ensemble des critères, il y a des critères impératifs, il y en a 18, dont un donc, qui est consacré à la sécurisation du circuit du médicament. Donc, c'est le critère 362, donc qui fait partie des critères impératifs. Peut-être que vous avez déjà certainement vu l'année dernière, l'AFORAP et le réseau Omédit ont élaboré une fiche mémo, une fiche pédagogique sur cette thématique. Thomas pourra vous donner accès à cette fiche. Je vais vous la montrer. Alors, est-ce que tu l'as, Thomas? Parce que je vois qu'elle n'y est plus. Alors, je vais poursuivre en attendant qu'on puisse vous montrer cette fiche. C'est pas grave. Donc, c'est une fiche, voilà, comme tu dis, qui est élaborée par les collègues de la FORAP et le réseau Midit. Donc, c'est une fiche pédagogique qui permet, voilà, de faciliter l'appropriation de ce critère impératif. Elle explique le critère, Merci Thomas, merci. Voilà. Donc, cette fiche mémo, voilà, elle explique les critères, les éléments de preuve, les bonnes pratiques. Donc, voilà, elle revient dans le détail de ce qui est attendu par la HS. Elle peut, voilà, vous aider à préparer votre évaluation. Par exemple, lorsqu'on dit que la HS demande à ce que quelle est la stratégie sur la gestion du risque médicamenteux, quelle est la politique de gestion du risque médicamenteux, c'est-à-dire, voilà, est-ce que dans le projet d'établissement, vous avez prévu un axe de travail sur cette thématique? Voilà, on va reprendre chaque critère et vous donner des éléments pour répondre à ce critère. Donc, il y a aussi, dans ce critère, on répond aussi à comment communiquer auprès des équipes sur les règles de sécurisation, comment aussi on évalue le circuit du médicament. Donc, la HS aussi, voilà, préconise aussi qu'il y a des auto-évaluations de fait au minimum une fois par an et qu'il y ait un plan d'action suivi. Voilà, donc tout ça, ce sont des critères qui font partie du critère impératif, voilà, qui ont été repris dans cette fiche pédagogique. Voilà, que vous pouvez également avoir accès soit sur notre site internet de l'Omidit. Je ne sais pas si sur le site du CAPS, vous l'avez également, je pense, aussi mis en ligne. Il est effectivement partagé aussi sur le site. Ouais, ok. Alors, pour poursuivre. Vous êtes beaucoup d'entre vous à nous demander régulièrement quels sont les documents qui peuvent vous être demandés par les évaluateurs externes lors de l'évaluation. Donc, on vous a fait un tableau qui va répertorier l'ensemble des documents qui peuvent vous être demandés. Donc, certains, ce sont des documents pour plutôt une inspection ARS, d'autres, c'est pour l'évaluation externe. Mais voilà, on a essayé de répertorier l'ensemble de ces documents donc par thématique. Certains vont concerner plutôt le pilotage, d'autres la coordination, d'autres sur les événements indésirables. Et donc, à chaque fois, on vous a listé les documents qui peuvent vous être demandés, les procédures, mais surtout, voilà, on vous a également reprécisé dans chaque document quel était le contenu attendu. Donc, par exemple, le document qui va vous être demandé lors de l'évaluation sur le circuit du médicament, ça va être votre procédure circuit du médicament. Et donc là, vous voyez en précision, on vous remet que dans cette procédure doit apparaître l'ensemble des étapes du circuit du médicament, c'est-à-dire de la prescription jusqu'à la surveillance de la personne.
Pareil, prenons un autre document pour faciliter la coordination. Beaucoup d'entre vous travaillent avec une officine de ville. Donc Excusez-moi. voilà, on encourage vivement à ce qu'il y ait une convention entre l'officine et l'EHPAD. Donc vous voyez, on vous a marqué aussi les attendus qu'il pouvait y avoir sur la convention. Excusez-moi, Véronique. On ne voit pas le diaporama. Vous pouvez repartager le diaporama pour illustrer vos propos. Oui. Merci. Alors, à partir de où vous n'avez pas vu? 7. Donc, oui, 7, c'est ça, ouais. Voilà. Est-ce que vous voyez? Juste modifier le paramètre d'affichage pour rebasculer. Oui, bien sûr. Voilà. Super. Merci. Donc voilà, donc c'est le tableau que je vous ai présenté oralement voilà, tout à l'heure. Donc ce document, il est disponible sur notre site internet de l'Omédit, hein. Nous l'avons partagé déjà depuis plusieurs semaines, hein. Voilà, donc il reprend. Il est plus long que ça, il est sur un format A3, mais voilà, on a essayé de lister tous les documents qui peuvent vous être demandés, hein. Comme vous le savez, lors de l'évaluation, il y a une partie où les évaluateurs s'attachent à la consultation documentaire. Donc, on a essayé voilà, de vous lister tous les documents qui peuvent qui peuvent vous être demandés en lien avec le circuit du médicament, sa sécurisation. Alors c'est vrai que le document, il est long parce qu'il se veut exhaustif. On vous préconise de préparer un classeur avec l'ensemble des informations. Et si vous avez besoin de documents type, on peut aussi vous venir en appui, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire un thésaurus de documents. L'idée n'étant pas de copier bien sûr les documents des autres, mais de pouvoir s'inspirer en tout cas sur les plans et la construction documentaire. Mm. Oui, comme tu disais, Gilles, voilà, par exemple, on a des modèles de convention, on a des modèles de fiches de poste référents médicaments, on a aussi la liste des médicaments préférentiels qui ont été faits aussi par d'autres Omédites. Voilà, donc on a plusieurs documents qui sont soit disponibles sur le site internet ou bien que vous pouvez directement nous contacter pour qu'on puisse vous les faire partager. Il n'y a pas de questions pour l'instant, Thomas, sur la liste des documents qu'on a demandés. On voit les questions à la fin. OK, Pour le moment, non. OK. Alors, on va passer au retour d'expérience, hein. Le but, effectivement, c'était que aujourd'hui, on puisse vous présenter bah, voilà, une situation concrète, hein, d'un EHPAD qui a eu son évaluation il y a quelques semaines. Je souhaite la bienvenue à Blandine Le Breton, qui est chef de service au sein de 2 EHPAD qui appartiennent au réseau Asia Una. Donc, c'est la résidence Labudoret à Noyelles-Châtillon-sur-Seiche et également à la résidence des Maisons de la Plumière à Orgères. Merci Blandine d'être présente avec nous ce midi. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, bonjour à tous. Par contre, j'ai un petit souci avec ma caméra, visiblement. C'est pas grave, ne vous Désolée. inquiétez. Donc merci d'être avec nous afin de mieux situer l'organisation de vos 2 EHPAD. Et avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez un petit peu nous situer vos 2 établissements? Quel est le nombre de résidents dans chaque EHPAD, le nombre de TP que vous avez en IDE, IDEC et de soignants, un petit peu voilà, pour qu'on comprenne un petit peu mieux votre environnement de travail. Alors, effectivement, il y a 2 structures sur 2 communes différentes, mais qui sont sous la même direction, donc un seul EHPAD. Le principal qui est à Noyelles-Châtillon, qui est la Budoret et qui héberge 65 résidents en hébergement permanent et 10 places d'accueil de jour. Nous avons 4 infirmières à temps partiel à 80% chacune pour ces 65 résidents et une équipe d'une trentaine de soignants, aides-soignants ou agents de soins. D'accord.
Et donc, les pour aides-soignants aussi participent aussi au circuit du médicament? Oui, tout à fait, Très, sur une partie de la distribution et de l'administration. très bien. Votre évaluation externe a eu lieu récemment. De quand date-t-elle? Alors, elle était toute fin janvier, 29, 30 et 31 janvier dernier. Donc, sur 3 jours, c'est ça? C'est ça, enfin 2 jours et demi 2 jours et exactement. demi. D'accord. Donc, 2 jours et demi pour chaque EHPAD. Alors, sur l'ensemble des 2 établissements, à savoir D'accord. que sur la Plumellière, on est un hébergement temporaire de 2 unités de 13 résidents. Et donc, le- étant séparées, on a essayé d'uniformiser le circuit du médicament sur les 2 structures, mais à savoir quand même que sur un hébergement temporaire, la gestion des médicaments des résidents est quand même différente que sur un hébergement permanent. D'accord. Est-ce qu'en un mot, avant que j'aille un peu plus loin dans les questions, en un mot, quelle est votre première impression à la suite de cette évaluation, déjà pour vous en tant que chef de service et le retour de vos équipes? C'est un moment un peu particulier parce que ça peut être très intense et par moments très calme, puisque il y a les temps d'interview des résidents ou des professionnels où on est un petit peu en attente. Et par d'autres moments, il faut être très réactif et pouvoir donner un maximum d'informations. Donc c'est un petit peu particulier comme ambiance sur ces 2 jours et demi. OK. Nous avons abordé tout à l'heure en début de séance la liste des documents, consultables au sein d'un établissement, médico-social. Oui. Lors de votre évaluation, quels sont les documents que les évaluateurs ont pu vous demander sur le circuit du médicament par rapport tout à l'heure à la liste que nous vous avons présentée avec Gilles? Qu'est-ce que vous avez, retenu des documents demandés, hein? Essentiellement la procédure du circuit du médicament général, reprenons les 7 étapes. Et puis aussi un petit focus sur la procédure d'autogestion des médicaments par le résident. Très bien, donc sur l'autonomie, du résident. Oui, dans Donc ils quelle vous ont mesure D'accord, ils vous ont euh, demandé si vous avez un outil, pour, évaluer l'autonomie de la personne? alors pour évaluer l'autonomie et puis pour sécuriser aussi le stockage entre guillemets du médicament dans le lieu de vie du résident et l'auto-administration, l'autogestion, savoir quel contrôle on avait là-dessus. D'accord. Alors sur ces 2 documents demandés, est-ce que vous avez pu les fournir? Est-ce que vous aviez, pu les préparer? Est-ce que vos équipes étaient, informées de ces documents? Oui, alors concernant les équipes, nous, on a organisé 2 audits blancs en amont, à savoir avec les questions qui sont disponibles de l'HAS. On a organisé 2 sessions, une 6 mois avant la date et une 15 jours avant, pour familiariser les équipes avec les questions qui pouvaient leur être posées. Euh, voilà. Après, ça reste très concret sur leur quotidien, donc il y a pas de mauvaise réponse, hein. Mmh. Mais l'idée, c'était aussi un peu de les préparer et dédramatiser ce temps-là. Et puis, pardon, j'ai perdu le fil sur les documents. Si, on avait déjà préparé, anticipé un certain nombre de documents pour mettre à disposition des évaluateurs. D'accord. Et tout à l'heure, vous parliez des professionnels, des équipes. Lorsque il y a eu la méthode de l'audit système auprès des IDE, des aides-soignants, est-ce que vous vous rappelez les questions qui ont pu être posées à vos équipes sur cette thématique-là? Alors, c'était très concret. Alors, nous, on avait fait le choix de faire un groupe pluriprofessionnel qui était dédié aux interviews, puisque les temps étaient concentrés. Ça aide aussi dans la parole et sur l'exhaustivité des réponses, puisque chacun vient compléter l'autre. Mais c'était effectivement très terrain, à savoir euh, qui est-ce qui donne un médicament, comment ça se passe, si vous avez un problème au moment de l'administration, comment est-ce que vous faites. Euh, pour les infirmières, par exemple, comment est-ce que vous réceptionnez la dotation, comment est-ce que vous les préparez, où est-ce que vous les rangez, comment est-ce que
vous vérifiez que votre frigo il est à bonne température et que votre thermomètre fonctionne. Enfin, voilà, très terrain. Et est-ce qu'il y a il y a des questions qui les ont mises en difficulté ou pas? Alors, c'est assez évaluateur dépendant. Mmh. On avait un évaluateur qui effectivement avait le langage du quotidien et un autre qui posait les questions de l'HS sans les adapter en fait Ah en oui. termes de vocabulaire. Donc ça pouvait être assez déstabilisant pour les professionnels. Euh, OK. les questions HS ne sont pas toujours très limpides Oui, oui. en compréhension. Non, non, c'est important ce que vous dites, hein. Très bien. Donc voilà ce qu'elles ont pu en dire, mais sinon, le fait d'être à plusieurs, c'est aussi rassurant sur la prise de parole. OK. C'était des Euh, groupes de combien qui étaient, interrogés à peu près lors de vos euh, Comme je disais, c'était pluriprofessionnel, donc il y avait au moins un ou une infirmière et deux soignants par service d'accord. pour avoir une exhaustivité aussi sur les activités, puisque les choses ne se déroulent pas nécessairement de la même façon sur Mmh. une unité Alzheimer, par exemple, que sur une unité classique. Très bien. S'agissant du résident, de la personne accompagnée, est-ce que, des questions leur ont été posées, lors de la méthode du résident traceur? Est-ce que les évaluateurs ont pu aborder ce sujet avec les résidents? Si oui, quel type de questions ont pu être posées, aux résidents? Alors, ça n'apparaît pas nécessairement comme ayant été directement posé. Je suppose qu'ils ont quand même dû demander s'ils avaient des traitements véreux, mais D'accord, c'est à peu près tout ce que je peux en dire sur les questions posées aux résidents. OK. Vous avez beaucoup de résidents qui sont, autonomes dans la prise de leur, traitement, qui ont leurs médicaments vers eux dans la chambre, Non, très peu. Et pour ceux qui en ont, c'est pas la totalité du traitement. Ça peut être Mmh. l'antalgique de palier 1, par exemple, qui vont avoir véreux, mais ça reste assez rare. Ah oui, oui, d'accord, OK. Hem, les évaluateurs utilisent également aussi une autre méthode, l'observation. Mhm. Est-ce qu'ils ont pu aller, observer, le poste de soins, le lieu de stockage des médicaments, la distribution des médicaments aussi, lors du repas le midi? Oui, ils ont souhaité déjeuner en salle à manger avec les résidents. Euh, C'était pas clairement dit pour regarder le circuit du médicament, mais je pense qu'ils en ont profité. Ça paraîtrait logique. Ensuite, sur le temps et sur la question précise du circuit du médicament, l'interview a été faite au sein des salles de soins et salles de stockage des médicaments. D'accord, Donc, ils ont pu voilà, questionner et les modes de transport, le mode de stockage, les temps de préparation, etc. Ça a été OK, fait vraiment au sein des salles de soins. OK. Donc directement, donc ce qui pouvait aussi rendre peut-être plus à l'aise aussi les équipes, que ce soit directement, dans leur environnement de travail? Alors oui et non, parce que ça peut aussi être stressant de se dire, bon, là, j'ai pas mis la date sur tel flacon pour l'ouverture, et du coup, il a le nez dessus. Oui, Voilà, il y a c'est un peu, ça peut être rassurant par un certain côté parce qu'on est dans la maîtrise du milieu, et d'un autre côté, on voit tout ce qu'on a pu oublier ou pas faire tout à fait correctement. Donc, ça peut être aussi un peu stressant. ouais, d'accord. Pour terminer, Blandine, quels sont est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute, ce midi, qui nous regarde, quels sont les conseils et les points de vigilance que vous pourriez transmettre à vos collègues des autres EHPAD? Alors soit sur le circuit du médicament ou de manière, plus générale sur l'évaluation, heu, externe? Des conseils, des points de vigilance, Alors, sur le circuit du médicament et en lien avec l'évaluation, c'est de bien sécuriser, vérifier pour éliminer la retranscription des IDE. Ça, c'est un point qui nous a été
remonter, même si effectivement la retranscription dans un logiciel de soins permet de sécuriser toute la suite du circuit du médicament. Ça reste quelque chose d'interdit et sur lequel ils sont vigilants. Autrement, sur l'évaluation de manière générale, je dirais que autant il faut choisir avec discernement son organisme d'évaluation, mais il faut aussi le faire sur les groupes de professionnels que l'on va choisir pour répondre aux questions, à savoir des professionnels qui ont quand même un peu d'ancienneté et qui ont un peu de maîtrise du quotidien, en fait, hein, et euh, qui vont être constructifs, j'ai envie de dire. Hmm. Ils vous ont posé des questions ou ils ont posé des questions auprès de vos collègues, les nouveaux arrivants, les intérimaires. Est-ce qu'ils ont fait un petit focus sur... Oui, à savoir quels outils on mettait à disposition des salariés qui arrivaient, comment est-ce qu'on les accueillait et comment est-ce qu'on les formait, tant sur le circuit du médicament que sur les autres thématiques, hein, d'ailleurs, que ce soit aussi la bientraitance, l'éthique, etc. Euh, voilà, quels outils on met à disposition des personnes qui arrivent pour travailler pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Hmm. Est-ce que les collègues du CAPS ont des questions à poser à Blandine? Alors effectivement, on a déjà quelques questions. Je ne sais pas si les collègues ont des questions de leur côté sur le module questions-réponses. Il y en a deux. Donc, alors le dispositif PAM est-il applicable en EHPAD et si oui, selon quelle modalité? Donc ça, je pense que c'est plus une question pour l'OMEDIT. Et puis concernant, plus pour la directrice, comment est géré le risque d'erreur d'administration en salle à manger? Donc il s'agit de l'EHPAD de Saint-Brieuc qui effectivement a plus de 500 places, qui nous explique que la salle à manger de 70 résidents, une seule IDE et deux AS, et qu'ils ont plusieurs déclarations d'événements indésirables par an suite à des erreurs d'administration entre résidents. Donc c'était une question de comment gérer le risque d'erreur d'administration en salle à manger au sein de votre structure. Alors, pour le PAM, je vais peut-être apporter quelques compléments. Le PAM, c'est le patient en auto-administration de ses médicaments. C'est prévu dans un article de loi qui est l'arrêté du 6 avril 2011 qui correspond aux établissements sanitaires. Donc, il ne s'applique pas le PAM aux établissements médico-sociaux. Pour autant, c'est un des rares documents produits par la Haute Autorité de Santé qui précise les modalités d'évaluation de l'autonomie du patient pour sa prise en charge médicamenteuse. C'est-à-dire qu'on a des outils sur l'autonomie du résident, mais il existe peu de processus d'évaluation sur la compréhension des traitements et sur la capacité à prendre ces médicaments. Donc, effectivement, le PAM, même s'il n'est pas applicable au sens réglementaire dans les établissements médico-sociaux, les outils produits par la Haute Autorité de Santé, eux, s'appliquent parfaitement pour l'évaluation de l'autonomie du patient sur sa prise en charge médicamenteuse. Et si vous en avez besoin, bien sûr, on vous met à disposition les grilles d'évaluation pour les patients, les rares patients en autonomie. Mais on en a peut-être un peu plus sur le secteur du handicap. Et s'agissant de la deuxième question sur la gestion des potentielles erreurs du médicament en salle à manger. Oui, alors déjà, moi en termes de taille, c'est nettement plus petit, hein, puisque les salles à manger, la plus grande contient 40 résidents. Donc effectivement, c'est un peu différent. Après, oui, c'est déjà de les signaler effectivement par les fiches d'événements indésirables et ensuite le traitement en équipe. Je crois que nous, pour sécuriser, effectivement, on insiste sur l'identito-vigilance, c'est-à-dire l'identification aussi des piluliers ou en tout cas des traitements, avec aussi la photo du résident sur les boîtes de médicaments, ou en tout cas les piluliers. Voilà, après, je pense que
On se dirige là, nous, sur un audit interne du circuit du médicament pour aller un peu plus loin. Donc peut-être je trouverai d'autres éléments à vous apporter par la suite. Mais l'idée aussi, c'est quand même qu'il n'y ait qu'un professionnel qui s'occupe de la distribution des médicaments. Ça permet aussi de limiter les erreurs puisque une seule personne, ça lui permet de savoir où est-ce qu'elle en est, en fait, d'éviter que quelqu'un passe par derrière et dise, bah, moi j'ai pris les médicaments, ou en tout cas ne le communique pas correctement. Du coup, soit on cherche ou soit on donne deux fois. Donc, euh, voilà pour ce que nous, on a pu identifier chez nous. Alors, en complément de ce que dit Blandine, ce qu'on préconise en salle, c'est avant tout d'avoir accès à l'ordonnance, et donc ou avec la tablette ou un classeur. Je parle de cela dans le cadre de l'évaluation, puisque l'administration doit se faire toujours au vu de l'original de l'ordonnance. Le deuxième point, ça a été précisé par Blandine, c'est bien l'élément de gestion de l'identité. Donc là, vous aurez à mettre en œuvre des programmes de formation des professionnels, en tout cas une évaluation sur la capacité à gérer l'identité, donc que ce soit les problèmes de doublons en termes sur des homonymies, mais également sur la capacité à identifier le résident et à connaître les règles d'identité-vigilance de la structure. Ce sont les principaux risques. Donc, effectivement, les photos dans la tablette, c'est une bonne idée. Le plan de table, ça peut être aussi une bonne initiative. Enfin, les règles sont surtout dédiées à gérer ce risque de confusion entre deux résidents. Oui, juste, je me permets d'intervenir, Gilles aussi, parce qu'on a travaillé ensemble sur les interruptions de tâches. Et en salle à manger, les soignants, ils sont fréquemment aussi interrompus par d'autres soignants et puis par les résidents eux-mêmes. Et c'est aussi comment, lors de cette distribution médicamenteuse, vous sacralisez quelque part cette distribution médicamenteuse pour éviter toutes ces interruptions qui vont je veux dire, induire des erreurs d'identité-vigilance. Donc l'un est lié à l'autre, mais c'est aussi comment vous alertez, en tous les cas vos collègues, de ne pas vous interrompre. Lorsque vous êtes dans une salle, a fortiori quand il y a 70 résidents, on augmente considérablement les risques d'interruption de tâches et donc d'identité-vigilance aussi. D'identité plutôt. Alors, pour la gestion des photos, on est peut-être un peu plus loin que de notre compétence métier, qui est le circuit du médicament, mais bien sûr, il faut une autorisation du résident, mais qui peut se faire à la mission. Un point de vigilance, c'est l'actualisation des photos, parce que les résidents peuvent changer, et donc il y a une cohérence à réévaluer les photos. Et surtout à évaluer pour les nouveaux arrivants, c'est ce que disait Véronique tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a un point de vigilance sur la capacité du nouvel arrivant à connaître les règles de gestion d'identité de la structure. Et ça fait partie de la checklist des choses qu'il doit être en capacité de faire. Bon, il y en a d'autres, hein, comme l'édition d'un DLU, l'appel au médecin traitant, mais en tout cas, les règles de gestion d'identité, la capacité à identifier un résident, c'est un point essentiel. Et c'est là où on a le plus d'erreurs, c'est justement dans les problèmes d'inversion de traitement. Alors, il y a les photos, je suis complètement d'accord avec vous sur la réactualisation des photos. Puis, il y a les plans de table aussi. Attention sur les risques liés aux résidents qui changent de place. Pour certains qui ont des troubles cognitifs, qui ne vont pas aller à la même place qu'il est indiqué sur le plan de table. Et quand on a des professionnels qui peuvent remplacer dans vos établissements, c'est bien d'être vigilant sur des résidents qui ne sont pas à la même place qu'il est indiqué sur le plan de table. Les photos, elles peuvent être aussi dans les chambres des résidents. C'est pas sur la porte, hein, mais enfin, à l'intérieur de la chambre. Les bracelets, c'est une mesure de sécurisation qu'on retrouve plutôt dans les établissements psychiatriques ou sanitaires. C'est peu utilisé dans les établissements médico-sociaux, pour autant c'est efficace. Mais c'est à vous de voir en fonction de ce que dira votre conseil de la vie sociale. Il y a des petits bracelets maison, hein, quand il y a certains établissements qui ont fait des petits bracelets maison qui n'ont rien à voir avec les bracelets d'identité que l'on trouve dans le sanitaire et qui sont beaucoup mieux acceptés dans certaines situations. Ça peut être aidant en tous les cas.
Est-ce que, Blandine, vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on passe à l'autre point? Alors, oui, je voyais qu'il y avait deux questions là sur lesquelles je n'ai pas répondu. Est-ce qu'il y a des ASH qui administrent les traitements ou seulement les AS diplômés? Chez nous, les agents de soins aident à la prise, effectivement, à l'administration, sous couvert d'avoir été encadrés ou qu'on leur ait expliqué comment l'administrer. Ça, c'est aussi inscrit dans notre procédure. Et sur le nombre d'accompagnés traceurs, sur l'accueil de jour de 10 places et les 65 résidents d'hébergement permanent, il y a eu 8 accompagnés traceurs et 4 pour les 26 en hébergement temporaire. Donc 12 au total. Ok. Je voudrais revenir sur, si Blandine veut bien, sur les ASH, pour bien Oui. préciser que l'aide à la prise, elle peut être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante. Donc, on peut considérer que toute personne est habilitée à faire l'acte de distribution et de prise du médicament, hein. On associe les deux. Un point de vigilance quand même, c'est l'arrêté de la Cour de Nantes de mars 2016 qui a invalidé l'administration d'un médicament par une ASH du fait que l'ASH a une fiche de poste qui est définie dans un article de loi d'août 2007 et qui prévoit que l'ASH, sa mission, c'est le ménage, c'est de la gestion d'hygiène, mais c'est en aucun cas une autre tâche. Donc, on vous le dit ça parce qu'on a quand même quelques collègues qui ont déjà été pointés dans le cadre des évaluations externes sur la présence d'ASH dans le cadre de l'aide à la prise. Et ça pose assez problème parce que finalement, c'est pas tellement le fait qu'ils administrent un médicament, parce qu'on peut considérer que c'est un acte de la vie courante, mais c'est le fait qu'ils aient une mission, une fiche mission qui est complètement différente et que ce n'est pas le rôle, s'ils sont dans l'hygiène, que de faire de l'aide à la prise. Et le deuxième point, c'est pour faire de l'aide à la prise, eh ben, il faut être dans les actes de la vie courante. On ne peut pas demander à quelqu'un dont le métier est de faire le ménage, tout à coup d'être dans l'aide à la prise. En tout cas, vaut mieux distinguer les fiches de poste. ASH, c'est l'hygiène. Et si on est sur des agents hôteliers qui contribuent aux actes de la vie courante, ben, bien le préciser dans leur fiche de poste. La question des ASH est une question de statut plus qu'une labellisation sur l'aide à la prise. Donc, vigilance, si on pouvait éviter d'avoir des fiches de poste avec écrit ASH en gros et en même temps aide à la prise, ça pose problème. Vaut mieux les appeler autrement, même si sur leur fiche de paye, ils resteront ASH, bien sûr. J'espère que j'ai été clair. Oui, merci Gilles. Il y avait également une question sur l'évaluation des personnes accompagnées dans les établissements, leur niveau d'autonomie leur permettant la gestion de leur propre traitement. Si par hasard ou toutefois des résidents d'un service ou une unité en établissement n'avaient pas cette autonomie, c'est-à-dire qu'aucun résident, est-ce qu'il doit exister une procédure dans l'établissement malgré tout, cadrant ces modalités? En fait, l'idée, c'est d'avoir potentiellement un patient, un nouveau résident qui arrive et qui en aurait besoin. Donc, c'est peut-être de l'avoir planifié. Maintenant, si vous n'en avez aucun, je ne pense pas qu'un évaluateur vous demandera une procédure ne correspondant à aucun résident. Mais il y aura une cohérence de se poser la question. D'autant qu'on va plutôt soutenir l'autonomie du résident sur un maximum de temps. Donc, il y a une cohérence à l'organiser et le prévoir. Oui, je rejoins. Oui. Alors, Véronique, peut-être vous souhaitez enchaîner. Oui, y a-t-il le très temps bien. Dernière oui, question, je vais enchaîner. comme vous voulez. Très bien. Merci Il y avait Blandine. une dernière question sur les aides. Il y avait une dernière question sur les aides-soignants, mais on le verra tout à l'heure. Peut-être pour y répondre, bien distinguer la notion de collaboration entre une infirmière et une aide-soignante ou un AES. Là, on fait appel à un acte de collaboration, c'est-à-dire que les professionnels ont une formation initiale et peuvent venir en aide d'une infirmière.
Et puis les actes d'aide à la prise, hein, là où on est sur l'aide à la prise dans le cadre d'un acte de la vie courante, c'est-à-dire l'administration d'un comprimé, où là on correspond à un texte du Code de l'action sociale et des familles. Et donc on est ciblé juste sur des actes simples qui correspondent à des actes de la vie courante. Pour les autres, ça peut aller un peu plus loin, ça peut être des patients qui ont des troubles de la déglutition, ça peut être des administrations de colir. Donc, quand on est dans la collaboration, on va sur des notions de compétences avec formation initiale. Quand on est sur l'aide à la prise dans le cadre d'un acte de la vie courante, on n'a pas besoin de formation. Merci beaucoup. On a des questions au fil de l'eau, on y répondra tout à l'heure, si vous voulez bien. Ok, merci Thomas. Pour poursuivre dans notre troisième partie, comme on vous disait dans l'introduction, l'OMEDIT propose un dispositif d'accompagnement à destination des EHPAD et également des établissements du secteur handicap. Donc, nous avons mis en place ces formations depuis l'année dernière. Donc, le programme a été élaboré aussi en concertation avec nos collègues de la NAP et ce dispositif est soutenu financièrement par l'ARS Bretagne. Donc, je vais vous en parler un petit peu là ce midi pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est un dispositif qui dure un peu plus de 10 mois. Il y a des réunions à distance, donc en visioconférence d'une durée d'environ 1h30. Également, après, on se déplace en présentiel sous la forme d'ateliers dans chaque département. Donc, il y a deux ateliers. Et puis, la plus-value de ce dispositif, c'est que on met à votre disposition une grille pour faire un audit croisé, c'est-à-dire un audit entre un établissement pour que vous puissiez faire une auto-évaluation sur le circuit du médicament. Donc voilà comment se présente notre dispositif. Je vais aller un petit peu plus loin dans les détails sur vraiment le contenu. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà, il y a 18 actions incrémentales structurées voilà, en 5 parties. La première partie, on lance la démarche. La deuxième, on va aborder comment structurer les fondamentaux sur la gestion des risques a priori et a posteriori. Vous donner aussi des éléments concrets pour améliorer vos pratiques sur le terrain. Et puis voilà, la cinquième partie où c'est un audit donc entre établissements et puis surtout voilà comment pérenniser cette démarche. Donc voilà, c'est une formation action où voilà, on va reprendre avec vous l'ensemble du circuit du médicament, l'ensemble des étapes. Et voilà, ça sera une montée progressive en fonction des briques. Et puis voilà, surtout, voilà, on vous donnera à chaque fois voilà, des outils pertinents qu'on vous partagera. Donc, on a un espace d'échange, un espace collaboratif où on mettra à disposition tous les outils qu'on vous présente. Également, on reverra aussi avec vous toute la législation en vigueur. Voilà, comme Gilles a pu en parler tout à l'heure sur la législation sur les aides-soignants, sur les ASH, sur l'aide à la prise. Ce sont souvent des questions que vous vous posez. On reviendra sur ce sujet-là. On vous redonnera la réglementation. Donc voilà un petit peu comment ça se passe notre accompagnement sur plusieurs mois. C'est vrai que ça peut paraître long, 10 mois, mais voilà, comme on le dit, on insiste, c'est vraiment une montée en compétences voilà, qui est progressive. Et c'est ça qui a intérêt, on y va ensemble. Pour l'instant, nous sommes là arrivés à la 4e itération. Et puis, donc, nous avons pour l'instant à peu près formé plus d'une centaine, 130 établissements sur toute la Bretagne. Est-ce que Gilles, tu veux rajouter quelque chose sur notre accompagnement ou c'est bon? Tu as oublié ton micro, Gilles. Non, ça y est. Nickel. Vas-y.
Donc, si vous avez besoin d'informations plus précises sur sur les formations qu'on propose, n'hésitez pas à revenir vers moi, j'y répondrai avec plaisir. Ça va faire le lien avec toutes les questions que vous vous posez là dans le chat. Gilles va reprendre avec vous un petit peu voilà, quelques points de vigilance sur la prise en charge médicamenteuse à l'aide d'un outil qui a été élaboré par les collègues de l'ARS Île-de-France, le fameux schéma escargot. Donc, je laisse Gilles présenter voilà, quelques points de vigilance. On ne pourra pas tout aborder ce midi, mais voilà. Oui, je vais essayer de faire quelques points parce que le temps est court, hein. La formation, vous l'avez vu, sur les risques, elle dure une demi-journée. Sur les prescriptions, les points de vigilance, ça a été dit par Blandine tout à l'heure, hein, la retranscription, c'est une mauvaise pratique. Donc, vous devez avoir mis en place des organisations qui limitent ces retranscriptions. On sait que c'est difficile à interdire. Pour autant, la responsabilité de l'établissement, c'est de mettre en place l'ensemble des outils qui permettent, qui facilitent la prescription par le médecin généraliste. Je pense à la e-prescription, donc le fait que le logiciel de prescription il soit en format web, le fait d'avoir un local ou en tout cas un poste informatique dédié au médecin traitant quand il vient, le fait de planifier également la visite du médecin traitant, c'est-à-dire de pouvoir être en contact avec lui lors de sa visite en ayant une connaissance de ses moments de passage. Je sais que c'est compliqué, mais ça se fait dans plus en plus de structures. Voilà, en tout cas, gros point de vigilance sur les retranscriptions. Un point de vigilance sur les prescriptions si besoin. Je vous ai parlé de l'avis du tribunal administratif de Dijon, mais on a souvent des soucis, en particulier dans le secteur handicap, sur l'administration de paracétamol la nuit. Donc notre ARS le valide, mais normalement l'évaluation, elle justifie peut-être d'une formation. C'est peut-être pas l'administration d'un comprimé de paracétamol qui pose problème, c'est plutôt la capacité à évaluer le risque lié à la douleur. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que le résident a mal, c'est peut-être ça qui est plus problématique. Donc, en tout cas, si une prescription est en si besoin, le professionnel doit être en capacité d'évaluer le besoin clinique. Les prescriptions orales, bon, bien sûr, qui doivent être, c'est aussi un risque, hein, qui doivent être forcément formalisées par un écrit par le médecin. La dispensation, on va plutôt préconiser la PDA dans la mesure du possible. Ce qui est important, c'est que le médicament reste identifiable jusqu'au moment de l'administration, qu'il y ait un double contrôle qui soit mis en place, que ce soit contrôle par la pharmacie d'une part, puis par l'infirmière d'autre part. Attention aux gouttes qui doivent être préparées normalement de manière extemporanée. On sait que c'est difficile, mais c'est la bonne pratique, c'est la préparation extemporanée. On se rend compte que finalement, à vouloir contourner cette préparation extemporanée, on a beaucoup de complexité. On est obligé de préparer des doses à l'avance, de les mettre dans un récipient fermé, de l'étiqueter. On voit que parfois, c'est peut-être plus chronophage que de faire cette administration extemporanée. Le stockage, être vigilant sur le stockage, n'ayez pas plein d'armoires avec plein de médicaments. Vous êtes censé avoir une dotation limitée avec une dotation pour des soins urgents, ce qui sous-entend l'urgence vitale d'une part, et puis l'initiation de traitement d'autre part. Donc cette liste, elle doit être définie avec le médecin co. On a une liste type qui est validée, qui est référencée par l'ANAP, qui a été réalisée avec des urgentistes, des gériatres, des médecins co et des HAD de la région. Elle est récente, elle date d'octobre. Cette liste, elle est très limitée. On vous propose de l'utiliser pour éviter d'avoir des stocks importants de médicaments dans vos armoires. Et puis sur l'administration, on a parlé de la collaboration entre l'aide-soignante et l'infirmière. Il s'agit bien d'une collaboration, donc l'infirmière reste pleinement responsable dans le cadre d'une collaboration. Il ne s'agit pas d'une délégation. Et puis de l'aide à la prise pour des actes de la vie courante. Donc on parle ici de comprimés. Alors, on a beaucoup de questions sur les stupéfiants. Est-ce qu'un comprimé stupéfiant peut être administré dans le cadre de l'aide à la prise? Oui, ça ne pose pas de problème. C'est la difficulté de la prise qui pose problème. Donc, on peut donner un comprimé de Skénan le soir dans le cadre de l'aide à la prise. Est-ce que les bolus de morphine peuvent être faits sur une pompe, sur une PCA? Alors, c'est validé aussi en région, mais la bonne pratique, c'est quand même d'avoir une HAD en recours, d'avoir une formation, mais le bolus peut être fait à la place de la personne
si besoin. Voilà, donc, mais des points de vigilance, tout ça, ça doit être, ça doit justifier de formation, de protocole et de suivi. Donc, c'est là où on attire votre attention. Sur l'automédication aussi, point de vigilance, l'automédication n'est pas prévue dans l'aide à la prise. L'aide à la prise, elle correspond à des médicaments prescrits. Donc, si vous avez des patients qui ont de l'automédication, s'ils les prennent eux-mêmes, c'est important de prévenir le médecin traitant. Par contre, si on vous demande d'administrer des médicaments amenés par la famille, là, il vaut mieux refuser et gérer ça avec le médecin qui, à ce moment-là, vous le prescrira. Voilà, j'ai essayé en quelques 5-6 minutes, vous donner l'ensemble des risques essentiels, sachant que je vous disais, c'est une formation qui dure 4 heures juste sur les risques. Donc, on revoit beaucoup plus en détail les problématiques, mais voilà, bien sûr, on est à disposition pour répondre à d'autres questions. Merci Gilles. Et Merci. comme ça va leur donner envie de s'inscrire à nos formations, Gilles. Oui. Justement, il y a une question demandant où sont accessibles ces formations. Alors j'imagine que vous avez sur votre site internet toutes les informations, mais je vous laisse répondre à cela. Puis il y a une question sur l'endroit où se trouve le schéma que vous nous présentez, parce qu'il semblerait que ça intéresse beaucoup. Voilà. Je pense qu'il est, il est disponible, je pense, sur l'Omédite Normandie ou l'Omédite Île-de-France. Mais je peux vous le donner, Thomas, et puis vous pourrez le faire partager aux participants de cet après-midi. Hein. Bien sûr. Moi, j'ai une question. Quid de la vérification de la concordance entre prescription et contenu du pilulier quand ce sont les AS qui administrent? Alors, la préparation des doses, elle doit être faite par l'infirmière. Il n'y a pas de préparation qui peut être déléguée si ce n'est enfin, c'est pas un acte de collaboration. La préparation de la dose, elle est ou faite par la pharmacie ou faite par l'infirmière. Et il doit y avoir une double vérification de la concordance entre l'ordonnance et la préparation des doses. Elle doit être faite au niveau de la pharmacie lors de la PDA. C'est une première étape. Et il y a une deuxième étape de validation de la préparation des doses qui doit être faite par l'infirmière dans un second temps. Alors, ça peut être fait sur un échantillonnage, on n'est pas obligé de le faire sur tout, mais si vous avez des erreurs, bien sûr, il faut avoir une plus grande fréquence de vérification. En tout cas, l'aide-soignant n'est pas dans la validation de la préparation des doses. Ok, merci Gilles. Merci. En réaction à la présentation de ce schéma, on a une question, je pense, qui peut intéresser beaucoup de monde, c'est justement sur les règles et aussi ces vigilances. Dans un foyer d'hébergement pour personnes en situation de handicap psychique, est-ce que ces règles sont les mêmes qu'en EHPAD? Et oui, c'est pour ça que c'est difficile, mais les règles sont les mêmes quel que soit l'établissement médico-social. Donc, on a des situations, par contre, qui sont complètement différentes et il faut absolument mettre en place des organisations spécifiques. On le voit bien, en particulier dans les structures médicalisées, mais qui n'ont pas d'infirmière la nuit, ni d'aide-soignante. Comment on peut faire l'administration d'un médicament? Forcément, s'il y a besoin d'un médicament en urgence, il vaudra peut-être mieux appeler le 15 que d'administrer un médicament s'il n'y a pas de capacité à évaluer le besoin, ou en tout cas de recours à une infirmière d'astreinte en amont. Donc les règles sont applicables partout, sont les mêmes pour tous. La préparation des doses, elle reste de la responsabilité de la structure ou de la pharmacie. Elle n'est pas une responsabilité de la famille, par exemple. Sauf si on considère que c'est de l'auto-administration. Mais là, normalement, ça devrait être le résident qui devrait être en capacité de préparer son pilulier. On a également 2 questions sur la gestion des médicaments dans les cas où ils doivent être broyés ou alors les gélules ouvertes et le rôle des aides-soignantes et des aides-soignants lors de l'aide à la prise ou de l'administration. Alors là, on a 2 avis un petit peu différents. Nous, notre avis Omédite, il est clair. La préparation des doses, ça doit être fait par une infirmière. Ce qui sous-entend que si on modifie la forme galénique en écrasant le comprimé, le premier réflexe, c'est de savoir d'abord si on peut écraser le comprimé. On voit encore beaucoup de formes à libération prolongée qui sont écrasées. Il y a des risques médicamenteux. Donc pour nous, cet acte, il doit relever de l'infirmière. En tout cas, le choix
la décision d'écraser le comprimé. Donc, on reste, nous, dans cette configuration-là. On a un collègue pharmacien à l'ARS qui, lui, est plus avenant et qui considère que s'il y a une validation infirmière, qu'il y a un contrôle infirmier, l'aide-soignante peut écraser le comprimé. Nous, on préfère rester, notre avis, il reste plus prudent. Et un évaluateur pourra avoir un avis divergent puisqu'il n'y a pas d'écrit sur ce point-là, puisqu'il n'y a pas d'avis HAS aujourd'hui sur la sécurisation du circuit du médicament en établissement médico-social. Il y en a dans le sanitaire, sur l'administration, mais vous n'avez aucun élément écrit par l'HAS. Gilles, pour savoir si on peut écraser les médicaments, il existe une liste des médicaments écrasables, c'est bien ça? Oui, il existe une liste des médicaments écrasables qui est faite par la société savante et l'Obédit Normandie, qui est accessible en ligne, qu'on peut vous diffuser également. Tout ça, ça fait partie de la formation. Il est important d'avoir la liste des médicaments écrasables disponible au niveau du poste de soins et accessible pour les professionnels, que ce soit sur un format dématérialisé ou sous un format papier. Merci. Alors je vais juste poser peut-être une dernière question, parce qu'il est déjà 13h30 passé, notamment sur le retour d'un CAMS, donc un service pour la toute petite enfance des personnes en situation de handicap. Et donc, faut-il avoir une procédure, même si l'occasion ne s'est jamais présentée pour le moment? Lors de notre évaluation, je vous le lis comme il était écrit, hein, c'est plus simple. Lors de notre évaluation, les évaluateurs nous ont demandé une procédure de délivrance de traitement à un enfant, si besoin, au cas où, alors que même pendant les excursions, les parents étaient toujours présents et la situation ne s'est jamais présentée. Mais les évaluateurs ont quand même insisté sur ce point qui doit être formalisé selon eux. Est-ce que vous avez un avis sur cette remarque? On l'a dit tout à l'heure, c'est mieux d'anticiper, c'est clair, d'avoir une procédure sur le circuit du médicament, ça paraît être un des éléments essentiels. On peut peut-être pas tout avoir dans la liste des documents qu'a fourni Véronique, mais s'il y a un document à avoir, c'est bien la procédure circuit du médicament. Mais là, Thomas, c'était sur la procédure sur le si besoin, c'est ça? Voilà, d'avoir une procédure pour l'administration. La procédure si besoin, si vous en faites une, ce qui est compliqué, c'est s'il y a des professionnels non soignants qui interviennent. C'est vraiment là que ça devient complexe. Si c'est des professionnels soignants, ben, on fait référence à la prescription si besoin habituelle, hein, c'est-à-dire que le besoin va être évalué par le soignant et donc il va administrer. La procédure, le besoin doit être exprimé par le médecin. Ça aussi, dans la prescription, c'est plutôt simple. La difficulté, c'est la prescription si besoin, pour lequel le médicament va être administré par un agent la nuit, qui n'est pas aide-soignant, qui n'est pas AES, qui n'est pas infirmier. Et là, il y a un avis du tribunal administratif de Dijon de janvier 2024 qui précise que l'administration d'un médicament sur une prescription si besoin n'est pas inclus dans l'aide à la prise dans le cadre d'un acte de la vie courante. Et ça nous pose problème parce que ça sous-entend qu'un veilleur de nuit ne peut pas administrer de médicaments. Et pour autant, on ne va pas demander à appeler le 15 à chaque fois qu'on a besoin d'administrer un paracétamol la nuit. Alors, ça fait référence à une situation très particulière, toujours, ces avis de tribunaux administratifs. C'était des veilleurs de nuit qui avaient des prescriptions si besoin de benzodiazépines et qui les donnaient systématiquement à tous les résidents pour que les résidents dormaient bien la nuit. Donc, il y a eu, mais pour autant, maintenant qu'il y a un avis, on est obligé de s'y conforter. Donc, il faut être très prudent. Si vous administrez des médicaments si besoin la nuit, ce qui est bien, c'est que la liste des médicaments soit identifiée, que le besoin soit exprimé, que les agents soient formés. Je pense qu'un médicament qui n'est pas sur prescription médicale, c'est-à-dire qui n'est pas sur liste 1 ou liste 2, pourrait très bien être administré par un veilleur de nuit. Je pense à un comprimé de paracétamol ou de l'ophytose, par exemple. Maintenant, si c'est une benzodiazépine, évidemment, il ne faut pas que ce soit le cas. Et donc, justement, pour compléter le propos, la personne du CAMS précise que ce sont des rééducateurs qui sont dans l'accompagnement des personnes sur ces temps-là. Alors, à ce moment-là, il faut que ça soit une prescription si besoin et que l'éducateur soit formé à l'évaluation du besoin. S'il est formé, ça ne pose pas de problème. Mais clairement, pour moi, une benzodiazépine, un neuroleptique, c'est non.
Ça ne doit pas être le cas. Une dose de paracétamol ne sera pas toxique. Un comprimé d'1 gramme ou de 500 mg ne sera pas problématique. Ce qui est compliqué, c'est peut-être plus chez l'enfant, où là, il faudra prévoir, il faudra que la dose soit préparée à l'avance et que le dosage soit adapté au poids de l'enfant. Et donc là, de nouveau, ça redevient problématique. Donc tout est une question de cas et de situation. On ne peut pas avoir un avis standardisé, ou s'il faut vraiment avoir un avis standard, à ce moment-là, il vaut mieux ne pas faire. Mais là, la particularité, c'était que les parents étaient aussi présents lors de l'accompagnement, c'est ça, Thomas? Exactement. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est dit dans le Oui, commentaire. donc les parents auraient pu évaluer le besoin de leur enfant. Si les parents sont là pour évaluer le besoin de l'enfant, c'est plus simple. On peut aussi avoir des protocoles d'accueil individualisés qui peuvent être définis. Ça aussi, ça peut être identifié comme ça se fait dans le versant scolaire. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous aviez ici des questions. Non, il n'y en a pas d'autres. Il est 13h36 maintenant. Merci beaucoup Gilles et Véronique de l'Omédite pour votre intervention. Bon, ça fait émerger beaucoup de questions, mais on va les recenser et puis justement, ça vous offre aussi des perspectives sur des accompagnements possibles ou l'accès à des outils qui vous permettront justement d'avoir des éléments de réponse par rapport à tous ces questionnements et problématiques qui se posent autour du circuit du médicament. Et on vous partagera un maximum d'outils, en tout cas de ce qui peut être partageable, et aussi notamment les liens vers l'Omédite pourra partager effectivement les liens par rapport à la proposition de formation, puisqu'on a eu dans les commentaires des personnes qui ne trouvaient pas justement les éléments, mais bon, je pense que c'est tout à fait possible de partager tout ça dans un second temps. Merci à l'ARS et au CREAI et puis aux collègues du CAPS pour ce webinaire, et on vous tiendra au courant des prochaines échéances très rapidement. On vous souhaite une bonne après-midi, une bonne semaine, une bonne reprise pour ceux qui rentrent de vacances. Merci pour votre invitation. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.